Bonsoir chers amis internautes, merci de nous rejoindre sur ce nouveau numéro de Bénin Politique. Aujourd'hui nous parlons de l'engagement politique des jeunes ces dernières années. Alors depuis quelques années, on observe de plus en plus de jeunes dans l'action politique. Les jeunes doivent-ils faire la politique? La jeunesse doit-il s'impliquer dans l'action publique, dans la gestion politique du pays? C'est de ça que nous parlons ce soir. Et en plateau, j'ai avec moi Constantin Amoussou. Il est membre de l'Union sociale libérale, ancien président du gouvernement des jeunes du Bénin. Il est avec nous ce soir pour discuter de ce thème. Bonsoir Constantin. Bonsoir cher ami. De l'autre côté, j'ai Serge Tefodi. Il est membre fondateur du Bloc républicain, président donc de l'association JCRD. Bonsoir Serge. Bonsoir monsieur le journaliste. Alors je l'annonçais dans mon introduction, ce soir nous parlons de l'engagement politique des jeunes. Alors Constantin, je commence tout de suite avec vous. Ces dernières années, comment est-ce que vous avez, comment est-ce que vous appréciez le rôle que la jeunesse a eu à jouer ces dernières années dans l'action politique au Bénin? Merci cher ami. Commençons par nous faire une idée de ce que c'est que la jeunesse. Quelle est la catégorie sociale, la catégorie d'âge qu'on peut désigner comme étant la jeunesse? La notion, le concept recouvre des sens différents selon l'institution qui classifie. Et si on voulait s'en tenir à la classification de la francophonie, de l'OIF, être jeune, c'est être âgé jusqu'à 23 ans. Voyez-vous? Mais l'Union africaine admet la jeunesse jusqu'à l'âge de 35 ans. Donc, toute personne âgée de 35 ans ou plus est considérée comme jeune. Dans le contexte national, qui n'est pas différent de celui de l'Union africaine, mais plus spécifiquement pour ce qui concerne le Bénin, nous, au niveau du gouvernement des jeunes du Bénin, nous avions considéré que dans la mesure où la constitution de notre pays indique que les personnes qui atteignent l'âge de 40 ans peuvent être présidents de la République, que les jeunes qui s'engagent en politique doivent pouvoir viser le sommet et qu'en cela, on peut considérer comme jeune toute personne ayant moins de 40 ans. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas atteint cet âge-là, vous pouvez continuer à faire l'expérience, à tenter les choses très tôt. Mais quand vous avez cet âge, on dit que vous êtes même en mesure de viser la plus haute responsabilité politique. Ce qui suppose que vous avez eu à faire toutes les expériences. Et qu'en ce moment, on vous estime suffisamment mûr pour embrasser les fonctions les plus élevées. Alors, dans ma perception des choses, quand j'entends jeune dans le contexte national, j'entends les personnes âgées de 40 ans au plus. Alors, quel rôle jouent-elles en politique au Bénin ou comment je perçois leur rôle? Vous savez, historiquement, les personnes de cette catégorie d'âge ont été les militants les plus actifs au sein des formations politiques, mais n'ont pas toujours été les responsables les plus en vue, ni dans la structuration des partis politiques, ni dans la gestion des responsabilités après les élections, ni dans la configuration des instances de gouvernance. Et aujourd'hui, comme hier, ce problème persiste. Et dans tous les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, il y a de plus en plus de revendications. C'est comme la question du genre sur comment on travaille pour avoir une meilleure représentativité de ces catégories sociales, de ces catégories d'âge dans les différentes institutions de gestion de gouvernance de nos pays. Globalement, au Bénin, et en particulier ces dernières années, comme vous dites, oui, on peut trouver des jeunes, si l'on veut retrouver des jeunes qui sont à des fonctions de nomination, des jeunes qui ont été nommés, des jeunes qui ont été élus, disons-le comme cela, même si c'est en griffe, députés, des jeunes qui sont sur les listes de départ pour les élections communales, et il y en a. Dans quelle proportion? Ça, c'est un travail arithmétique, statistique qu'il faut faire, par comparaison avec les régimes qui ont précédé. On peut dire que par moment, on a le sentiment que, oui, ça progresse un peu, et il y a, oui, une tendance vers le renouvellement de la classe politique, avec le retrait des dinosaures historiques de la classe politique, mais dans le même temps, il y a aussi des barons têtus
qui pèsent de tout leur poids comme des pachydermes pour se maintenir au mépris et peut-être même de leur impopularité éventuelle ou alors de leur manque de mérite devant des jeunes, se maintenir sur la scène publique. Mais toutes ces choses-là avancent de façon progressive et chaque régime qui arrive essaie de faire de petits pas. Je n'ai malheureusement pas, et ça va être peut-être le point de déception, je n'ai pas, en arrivant ici, je n'ai pas été capable, vu le terme dans lequel j'ai été informé, de faire, et d'ailleurs c'est un travail fastidieux, un travail de comparaison entre les résultats du régime de Yahi en termes de promotion des jeunes et les résultats du régime de Patrice Talon en termes de promotion des jeunes. Mais peut-être faudra-t-il que ce régime achève son premier quinquennat pour qu'on fasse comparaison par comparaison sur les deux quinquennats. Le premier quinquennat ou l'un des quinquennats de Yahi, le quinquennat de Patrice Talon, pour voir à quoi cela ressemble. Voir aussi peut-être avec le régime de Kérékou. Mais bon, on peut rester dans les deux derniers parce que on a des ministres frais, encore récents, dans l'esprit de la plupart d'entre nous pour faire des comparaisons. Donc voilà à l'entame ce qu'il peut me plaire de dire. Alors Serge, Constantin vient donc de planter le décor. De plus en plus, je l'ai dit, on constate que les jeunes s'engagent en politique, mais on sait que depuis toujours, ils ont été toujours là, à des échelles différentes, donc au sein des partis politiques, mais très peu arrivent quand même à monter au sommet, très peu arrivent à donc se positionner à des places importantes dans les partis politiques et même dans l'administration pour les postes de nomination et autres. Alors aujourd'hui, est-ce que vous avez le même sentiment que Constantin qui pense que progressivement les choses sont en train donc de changer? Oui, évidemment. Reconnaissez que les choses sont en train de changer progressivement. Mais déjà, je pense qu'il faut, comme vous l'avez dit, un problème d'imposition. Il faut que les jeunes continuent par s'imposer davantage dans l'arène politique, qui est pris en otage, je ne dirais pas cela, excusez-moi, bon, je dirais l'arène politique aujourd'hui, il y a l'ancienne génération, il y a nos aînés qui ont pris ça un peu comme leur chasse gardée. Et donc, de sorte que ils ont commencé un peu à notre âge. Hein. C'est qu'ils ont commencé à 21 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans. Ils sont déjà ministres, députés et tout. Mais le problème est que, permettez-moi même d'aller encore, de faire un saut dans l'histoire. Pour faire remarquer aux internautes que l'histoire politique de notre pays a été toujours marquée par des jeunes. Parce que par des luttes qui ont été menées par certains jeunes. C'est ça qui nous a permis d'accéder à l'indépendance. C'est ça également qui nous a permis de rentrer dans le renouveau démocratique et j'en passe. Maintenant, nous avons compris que les jeunes ont joué les premiers rôles pour ces différents moments forts de notre République. On est tous d'accord. Ces jeunes-là ont eu le temps, voilà, de grandir dans le temps, de devenir vieux aujourd'hui, et ils ne veulent pas encore laisser les choses vieux, pratiquement, voilà, rester peut-être contrôler le pouvoir. Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont peur que la relève ne soit pas bien assurée? Non, ce n'est pas forcément ça. Le problème est que quand eux, ils sont allés en politique, en leur temps, il n'y avait pas encore un grand nombre. Avouons-le, il n'y avait pas encore le grand nombre, c'est que la concurrence n'est pas aussi rude comme elle l'est aujourd'hui. Et donc, eux, mais ils ont fait leur temps, ils ont eu la chance même, parmi eux, beaucoup ont fait de l'argent dans la politique. Et ils ont eu le temps de gangréner sérieusement l'arène politique. C'est ça, c'est eux qui ont amené les vices comme le pouvoir de l'argent, de l'amateurisme, des coups bas, de tout ce que nous apprenons. Maintenant, il y a aussi cette jeunesse-là dans laquelle nous sommes, où voilà, les gens sont en chômage, et généralement, le grand nombre est en chômage. Et donc, ils sont facilement maîtrisés et par ces politiciens-là, instrumentalisés contre leur gré. Le problème de la jeunesse aujourd'hui, moi je trouve que le problème se situe quand même sur 3 points. 3 points. Primo, nous allons parler d'abord de la formation de la jeunesse au militantisme. Secondo, de l'idéologie en politique, c'est que la conviction avec laquelle nous allons en politique. Et tertio, nous devons parler de pouvoir de l'argent. La gestion maintenant du pouvoir de l'argent dans l'arène politique. Si nous n'arrivons pas à éclaircir cela et donner une bonne formation aux jeunes qui aspirent donc à aller dans la politique, qu'on ne va pas en politique pour se faire de l'argent, pour devenir riche,
Même si c'est l'impression que jusque-là, nos aînés nous ont donné. Parce qu'on les voit tous, ils sont dans les boubous blancs, comme les gens ont l'habitude de le dire. Et donc, ils sont aisés, ils sont dans les belles voitures. Et donc, on pense que il faut aller en politique pour se faire de l'argent. Je suis contre cela. On va en politique pour apporter sa pierre à la construction de son pays. On va en politique pour apporter sa pierre au développement de son pays. On va en politique pour solutionner un problème remarquable de la société. On ne va pas en politique en réalité pour se faire de l'argent. Mais tout ça, ce n'est pas en réalité eux. C'est l'impression que les aînés ont donné à ces jeunes-là de faire la chose. Sinon, ma foi, je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes dans une sorte de révolution de jeunes très engagés qui... aussi bien de l'opposition comme de la mouvance, qui se donne les moyens, vaille que vaille, de s'installer petitement. Même si la volonté aurait voulu que les aînés nous permettent de mieux concrétiser ce rêve-là, d'accompagner les gouvernants actuels ou bien les gouvernants de notre pays dans leur élan de développement de notre pays. Alors, Constantin Amoussou, il y a certains aînés quand même qui estiment que la jeunesse n'est pas encore véritablement prête pour prendre le pouvoir, à tous les niveaux d'ailleurs, et parce qu'ils pensent que aujourd'hui les jeunes s'engagent en politique, non pas en militantisme, mais parce qu'on y vient, parce qu'on est au chômage, comme Serge l'a dit, on vient pour se faire donc de l'argent et non pour militer. Qu'est-ce que vous pensez de cette perception qui, franchement, n'arrange certainement pas donc, la cause juvénile? Il faut interroger les pratiques sociologiques, les réalités sociologiques dans notre pays. Et au fond, quand on parle de la jeunesse, j'ai fait une première définition qui catégorisait la jeunesse sur la base de l'âge de la génération. Mais on peut aussi catégoriser les jeunes selon leurs pratiques. Et si on avait à catégoriser les jeunes selon leurs pratiques, on peut distinguer des jeunes militants qui sont de façon, en tout cas, assidus dans le combat depuis de longues années, dont les principes ne varient pas selon le régime qui arrive, qui ont un même langage, qui ont la même façon de voir les choses, de mener les combats. Généralement, ce n'est pas ceux qui sont le plus souvent mis en valeur dans la promotion des acteurs politiques. De sorte que, si par exemple, il était arrivé à l'esprit de partenaires techniques du Bénin de chercher à avoir des figures de la jeunesse qui peuvent aller représenter le Bénin à l'extérieur et donner à voir ce à quoi ressemble la jeunesse politique du Bénin, l'on aura probablement tendance à avoir des jeunes, non plus tant parce qu'ils sont les plus méritants, parce qu'on les aura vus dans l'engagement de façon permanente et selon leurs convictions, leurs idées, leur parcours, mais parce qu'ils auront été mis en valeur en raison de leur capacité à changer de veste ou à faire le jeu des pouvoirs respectifs qui s'installent. Et globalement, s'il faut donc parler de la jeunesse selon les pratiques, on peut parler d'abord de la jeunesse engagée. Et elle a toujours existé sous tous les pouvoirs. Et elle a existé historiquement, il a rappelé tout à l'heure, indépendance, ensuite conférence nationale. Et avant la conférence nationale, il faut surtout avoir à l'esprit la lutte, rude lutte menée en particulier par les militants du Parti communiste du Bénin, qui constitue quand même une grande frange, génération après génération, de la classe politique juvénile, mais qui n'a presque jamais eu voix au chapitre quant à la représentation politique. Et ça, c'est un débat. Et un autre débat qu'il faut faire pour s'assurer, disons, de la représentativité des jeunes que l'on voit, disons, incarner les figures de la jeunesse dans notre pays, d'une part. D'autre part, il faut bien observer les autres catégories de jeunesse, leur élan à avancer, leur rythme, parfois en 3 ans, 4 ans, 5 ans ou même en 10 ans, ils pourront vous étendre un CV le plus lourd possible parce que ils ont été disposés comme une girouette à tourner dans la direction du vent constamment. Et ça, c'est une plaie dont le fondement est justement dans la question de la corruption politique. Parce que voyez-vous, lorsque les jeunes décident d'être présents en politique, que ce soit par la création de partis politiques dans lesquels ils sont en état de se mettre en valeur, soit en mettant dans la formation politique, il arrive un moment où
ils sont éliminés par le sens CENS, c'est-à-dire par le pouvoir financier. C'est d'ailleurs cela qui fait que lorsque les partis politiques décident, par exemple, de procéder, même démocratiquement, prétendent-ils, à la désignation de leurs candidats pour d'éventuelles élections, on tourne, et on dira que ce candidat il n'est pas assez populaire ou il n'est pas accepté dans sa localité, parce qu'il n'a pas eu le pouvoir d'achat nécessaire. Il est évident que quand il a 20 ans, et s'il n'est pas un héritier, ou s'il n'a pas été dans un système de prébende, ou s'il n'a pas un parrain qui mette les moyens à sa disposition, il n'est pas en état d'avoir les moyens qu'aura eu un autre qui a travaillé pendant 25 ans, 30 ans, parfois même un retraité. En conséquence de cela, c'est toujours en handicapé que les jeunes rentrent dans la compétition pour être présents, non pas seulement en tant qu'acteurs qui pensent, qui militent, parce que militer, c'est être comme le soldat au front. Et donc, pour moi, la question essentielle aujourd'hui, ce n'est pas tant et ce n'est plus tant de savoir si les jeunes s'engagent en politique. C'est qui sont les jeunes qui s'engagent en politique et quelle est la proportion de la représentativité des jeunes en politique sur la base du militantisme, c'est-à-dire la base de ce qu'ils sont des soldats engagés pour des causes et qu'ils vont en politique pour faire triompher les causes. Ils vont en politique pour faire triompher les causes, mais ça, on l'a vu, vous l'avez rappelé depuis des années, mais vous l'avez également souligné, il y a le pouvoir de l'argent qui, à un moment donné, bloque cet engagement pour politique des jeunes. Alors finalement, est-ce que tant que les jeunes n'auront pas ce pouvoir financier, est-ce qu'ils sont donc condamnés à rester quand même dans une position de celui qui défend pour faire triompher les causes? C'est une question intéressante. Vous savez, l'une des raisons qui a prévalu à la création du gouvernement des jeunes du Bénin, c'est de faire en sorte que, puisque la Constitution a prévu que les personnes qui ont l'âge de 40 ans soient en état d'être président de la République, elle ne les oblige pas de devenir président de la République, mais elle leur dit, vous êtes en état d'être président de la République, de faire en sorte donc que, avant d'atteindre l'âge de 40 ans, tous les jeunes qui sont intéressés par la politique aient eu des expériences professionnelles, politiques, de militantisme, à même de leur permettre de franchir le cadre de la candidature d'une élection présidentielle. Ce qui suppose que non seulement ils ont atteint un âge biologique, mais qu'en plus de ça, ils ont ou alors directement les moyens, ou ils disposent de réseaux, de canaux à même de porter les candidatures et de mobiliser les ressources pour soutenir les candidatures en raison des idées qu'ils portent. Mais la vérité, c'est que le fort taux de chômage dans notre pays fait que, sur la petite expérience que nous sommes en train de faire, il n'est pas très aisé, même quand les jeunes ont des expériences de création d'entreprises, d'espérer que sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils aient déjà suffisamment revenus ou de moyens pour exister socialement et politiquement, et surtout pour prétendre à des ambitions qui, dans nos pratiques politiques et sociales, appellent beaucoup d'argent. Ce qui a lieu de retenir, au-delà de tout cela, c'est de considérer qu'il y a une plaie, et ça, il faut le rappeler, cette plaie-là, elle est grave. Et pour la suturer, il faut avoir à l'esprit que nous devons travailler de plus en plus à créer des réseaux à l'intérieur desquels, lorsque les jeunes prennent conscience de ce qui est leur faiblesse, à savoir le nerf de la guerre, ils prennent aussi conscience de comment contourner ces difficultés. Cela peut se faire lorsque vous êtes 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 jeunes à vous organiser pour dire « nous voulons faire une révolution ». Et que vous êtes déterminés, vous les 50 000, chacun à mettre 10 000 francs. Vous atteignez un pouvoir d'achat, mais alors une dynamique collective. Parce que chaque personne ayant mis 10 000 francs se bagarrera, non pas seulement qu'il mette son bulletin dans l'urne pour exprimer la volonté de changement qu'il veut, mais parce qu'il a mis de l'argent là-dedans, il travaillera et non seulement votera, mais fera voter des gens en faveur du changement social qu'il voudrait obtenir pour son pays. Je vais donc dire, pour finir cette question, que la question de financement ou alors de la capacité financière est une limite sans doute pour les jeunes, mais ce n'est pas une limite insurmontable. Alors, Saïd Defos dit la capacité financière des jeunes est une limite pour l'engagement politique. Constantin l'a dit, mais il a également dit que ce n'est pas une limite insurmontable. Alors, comment est-ce que la jeunesse peut donc s'organiser pour surmonter cet obstacle-là? Oui, comment est-ce que la jeunesse peut donc s'organiser pour surmonter cet obstacle-là? Là, je peux dire que ce problème-là
c'est dans l'esprit, en réalité, du nouveau code, de la réforme liée, voilà, au système partisan. Nous croyons que le problème devait être déjà résolu parce que nous sommes en train d'aller vers le financement de ces partis politiques et donc dès lors le pouvoir de l'argent ne devait plus s'imposer. Sinon, permettez-moi de faire savoir que l'instrumentalisation de la jeunesse ou bien la jeunesse a commencé par servir de bétail électoral après 90. Après 90 à ce jour. Mais ce qui exprime cela, je l'ai déjà dit tantôt, c'est le chômage. Et le chômage, il y a encore le problème du militantisme, de la formation des jeunes. Et tout ça, excusez-moi, je vais encore insister là-dessus, c'est les aînés qui ont amené et les jeunes pensent qu'il faut aller en politique pour se faire de l'argent. Donc s'ils sont formés, ils savent qu'il faut aller en politique avec des idéologies et aller défendre cette idéologie-là au sein des partis politiques. Il fera de sorte pour se remarquer au sein de son parti et voilà, progressivement, cela va continuer. Maintenant, à l'interne aussi des partis politiques, il est important que les jeunes ne pensent pas que être jeune est déjà très suffisant pour avoir sa place. Il faut sérieusement militer en notre sein et il faut aussi l'union, comme l'a dit Martelet, mon aîné Constantin Amoussou, c'est qu'il faut créer un réseau au sein de chaque parti. Il faut le dire, il faut le préciser, parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes qui militent dans les partis politiques. Et donc, au sein de chaque parti, il faut qu'il y ait des jeunes qui se soutiennent, qui se donnent les mains et qui s'imposent. Tout le monde est d'accord, nous sommes unanimes sur le fait que la jeunesse est aujourd'hui le fait du développement de toute nation. Et comment on appelle l'avènement de Patrice Talon, c'est les jeunes qui ont fait. Et ceux qui sont élus aujourd'hui, ils sont à l'Assemblée nationale, c'est les jeunes qui ont fait. Ceux qui seront élus encore dans les jours à venir, qui vont siéger dans nos conseils communaux, c'est les jeunes qui feront également ça. Si ces jeunes-là s'expriment, se soutiennent et agissent ensemble, je crois que ça aura un impact direct. Et donc, le problème de l'argent, pour moi, il y a la réforme du système partisan qui, ma foi, a déjà réglé un peu le problème, mais c'est imposé au sein des partis. C'est ça encore le véritable problème. Il est question aujourd'hui encore de mentor. Si vous êtes dans un grand parti de parrain, et donc si vous êtes un jeune actif, très actif même, très reconnu même par vos leaders des partis politiques. Et si vous n'avez pas quelqu'un pour défendre votre cas, vous allez jouer les derniers rôles. Il n'y a rien à faire. Et donc, ce problème-là, progressivement, je crois qu'on est au début de cette réforme. Et j'estime que si nous continuons pas à le faire, c'est que nous créons des réseaux au sein des partis politiques, nous allons quand même essayer d'écarter ces histoires de parrainage, sans quoi vous n'avez pas votre mot à dire. Parce que c'est une réalité pratiquement dans tous les grands partis politiques. Alors, Constantin Amoussou, lorsqu'on parle de l'engagement politique des jeunes, il y a une idée qui est souvent agitée, selon laquelle un jeune ne doit pas ou ne peut pas faire l'opposition. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette perception-là qui rejoint quand même le problème que vous avez soulevé, le pouvoir de l'argent? Merci bien. Cette question m'intéresse bien, mais avant d'y répondre, je voudrais faire un petit break sur une réponse servie par des Fodis relativement à la question du financement des partis politiques. Vous savez très bien qu'il aborde une question résolue de façon très imparfaite, dans la mesure où cette loi a été votée par des députés qui ont été, on dit presque pas élus. Dans tous les cas, ils ont été élus à l'issue des élections. Oui, en tout cas, élections auxquelles d'autres partis, et en particulier ceux de l'opposition, ont été exclus. On ne peut pas participer, je vais on dire, peut faire le dire comme ça. Dans tous les cas, il y a eu élection, d'autres partis n'ont pas participé. Oui, évidemment. Écoutez, moi, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est restituer le contexte et les faits. Et donc, lorsqu'une loi est votée comme cela et qu'elle dit que c'est en fonction du nombre d'élus que vous avez que vous aurez le financement, vous comprenez très bien qu'elle est créée sur une distorsion. Qu'une dynamique de jeunes qui naît aujourd'hui, c'est demain qu'elle sera au Parlement. Et donc, la question du financement se pose aujourd'hui. Elle ne se posera pas demain quand elle sera au Parlement ou quand elle sera au Conseil communal. Elle se posera demain. Elle se pose déjà aujourd'hui. Donc, ce dont nous parlons,
Ce n'est pas pour... on ne parle pas de Bloc républicain qui est le parti de mon avenir Fodi et qui est à l'abri de toute façon des besoins déjà, avant même que d'avoir à espérer le financement public. Nous parlons de façon générale de toutes les dynamiques de jeunes qui naissent. D'un parti comme par exemple le Mouvement populaire de libération, qui est entré en compétition mais qui avait une faille dans son dossier qu'il a fait recaler. La question de financement se pose à ce parti avant même que de se retrouver au sein des conseils communaux. Et d'ailleurs, certains partis comment on appelle, se sont désistés parce que... Oui, parce que justement pour les questions de moyens. Ouais. Et donc, s'il fallait financer les formations politiques, peut-être devrait-on dire, alors on finance tous les partis politiques qui ont réussi à franchir les caps et qui ont au moins le respect définitif d'existence. Ça encore, je comprendrais. On permet que tous les partis aillent à la compétition électorale dans des conditions de concurrence pure et parfaite. Maintenant, sur la question précise que vous avez posée, est-ce qu'un jeune peut faire un parti d'opposition ou ne doit faire que la mouvance? J'ai souvent entendu cela se dire. Mais ça m'a souvent fait sourire. Parce que pendant 10 ans, sous le régime défunt, j'avais combattu les forces Cori pour un Bénin émergent et il y avait des jeunes qui me disent, Constantin, arrête ce que tu fais, un jeune ne fait pas l'opposition. Voyez-vous, un jeune ne fait pas l'opposition. Et on s'est retrouvés en 2020, en 2016, en 2017, et par la force des choses, même quand ils ne l'ont pas voulu, ils se sont retrouvés quand même par la force des choses dans l'opposition. Certains parmi eux à l'exil, et donc on se retrouve à nouveau dans l'opposition, moi avec eux, et puis je les vois et je leur pose la question, est-ce qu'un jeune peut faire l'opposition ou doit faire l'opposition? Cette question trouve son fondement. En fait, c'est ce mépris, cette méprise sur le sens de la politique trouve son enracinement dans le fait que les gens ne savent pas dans quoi ils s'engagent. Ils pensent, et vous entendez souvent dire que ça c'est la politique qui est comme ça. Alors Seyd Fodi, la même question pour vous. Est-ce qu'un jeune doit faire l'opposition ou la mouvance? Non, vous savez, c'est pas... moi je dis, c'est des interprétations, ma foi, un peu absurdes que les gens font. Est-ce que c'est pas parce que au niveau de l'opposition, en tout cas dans le contexte africain, est-ce que ce n'est pas parce que l'opposition est souvent très méprisée, les gens sont souvent en difficulté lorsqu'ils sont donc du côté de l'opposition, qu'on pense qu'en tant que jeune, qui vise quand même loin, qui veut quand même construire une belle vie, qu'on ne doit pas faire l'opposition? Oui, nous n'allons pas dire que c'est faux. Totalement faux ce que vous avez dit, mais ce que je m'en vais dire, c'est toujours une question d'idéologie et de formation. Donc, quand vous avez une idéologie claire, vous savez que vous ne partagez pas cette idéologie-là avec celui qui est au pouvoir, vous devenez stratégiquement et opposant à celui-là. Opposant, pas dans le sens radical même du mot. En fait, vous êtes opposant pour l'affronter beaucoup plus dans les idées. Vous n'êtes pas opposant à la personne qui dirige le pays, mais vous vous opposez en réalité à son idéologie, à ce qu'il défend comme idée en réalité. Et donc, si c'est cette opposition, je crois que ça ne cause pas généralement problème. Si les gens arrivent à poser cette question-là, restructurer la chose, vous allez comprendre aisément que pour la plupart du temps, et l'idéologie n'y est pas. On va en opposition parce que on est frustré. On va en opposition parce que voilà, on n'est pas nommé, parce que pendant ce temps on avait quand même travaillé pour le président en place, parce que pour des raisons en réalité personnelles. C'est pas pour des raisons générales. C'est pas pour des raisons qui concernent l'intérêt général. Les gens font l'opposition. Tous les jeunes qui sont au niveau de l'opposition. Je n'ai pas encore fait une fixation. Je l'ai pas et je n'ai même pas encore l'intention. Je n'ai pas encore fait une fixation. Et je n'ai même pas encore l'intention de le faire. Je vous dis que moi, je ne chemine pas, par exemple, avec les gens parce que il est de telle ou telle idéologie. Et vous savez que celui avec qui je suis venu, il est opposant reconnu. Tout le monde le sait. Moi, je me réclame quand même de la mouvance. Et je le dis à qui veut l'entendre. Et donc, c'est une manière de vous dire que je ne veux pas faire de fixation. Mais je dis, l'opposition que nous appelons l'opposition au Bénin, de façon claire, c'est quoi? Je déclare une opposition au président Patrice Talon parce que j'ai travaillé
d'arrache-pied pour son avènement, mais jusque-là, qui ne m'a rien trouvé. Alors là, je prends la décision de m'opposer à toutes ces idées, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et je fais l'opposition à Patrice Talon parce qu'il n'a pas peut-être respecté certaines clauses politiques. Je fais l'opposition dont les raisons ne sont pas des raisons générales, de l'intérêt général, mais c'est des raisons personnelles. Par conséquent, on peut, cette hypothèse-là, peut vérifier. On peut dire là, en ce moment, vous ne faites pas en fait une guerre entre idées, mais vous faites une guerre contre l'idée, mais vous faites une guerre contre personne. Et la guerre contre personne, c'est autre chose. Ça amène ce que ça ne devait pas amener. Sinon, si c'est l'opposition d'idées, il y a beaucoup de personnes, et plusieurs personnes, et moi je vois, qui affrontent le gouvernement dans les idées. En l'occurrence, si vous me le permettez, par exemple, vous prenez Noureddine Saka Saleh. Vous le lisez, c'est quelqu'un qui est structuré, qui ne parle pas pour parler, qui ne végète pas dans les insultes et tout. Il est au pays, il circule, et rien, je ne l'ai jamais appris qu'on lui a mentionné même, comment on appelle, une simple convocation. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que, ça veut dire que l'opposition de Noureddine Saka Saleh, quelque part, moi je trouve qu'il y a quand même quelque part de l'idéologie. Et quand il n'est pas d'accord avec l'idéologie, il affronte les gouvernants actuels dans les idées, avec les idées, et non, il est contre la personne de Patrice Talon, comme lui-même il avait l'habitude, il a toujours l'habitude de le notifier. Donc pour moi, il faut faire la différence entre l'opposant et l'opposant. Donc, j'ai déjà expliqué. Oui, enfin, sinon nous avons juste quelques minutes pour finir l'émission. Je vais vous laisser donc 1 minute. D'accord, ça il faudrait faire une longue liste de ce à quoi ressemble l'opposition. On va certainement revenir. Non, c'est très important. Si nous ne pouvons pas en parler, cela veut dire que nous consentons à ce qu'il aura développé. Je veux dire que sa lecture est très très réductrice et que c'est peut-être symbolique de ce que c'est que les jeunes de la mouvance. Écoutez, moi, autant que lui, je parle avec les gens de l'opposition, de la mouvance et de l'opposition. Pour venir ici, je suis revenu de chez le professeur Diabenou. Vous, qui est de la mouvance et qui est président de la Cour constitutionnelle. Je suis de l'Union sociale libérale. Je aborde, j'échange avec les acteurs politiques de tous les bords. Lorsqu'on dit que les jeunes qui s'opposent parce qu'ils n'ont pas eu de nomination, ils ont mouillé le balai. C'est quand même une réalité. Non, moi je ne sais pas de qui vous parlez de façon précise. Mais moi, j'ai été de ceux qui ont milité pour l'avènement de la rupture. Ça fait d'ailleurs 4 ans jour pour jour aujourd'hui. J'ai eu des propositions que j'ai déclinées moi-même. Et mes actes d'opposition au régime ont commencé le jour où 21 étudiants de l'Université d'Amérique, parmi lesquels Habib Arandessi, qui est venu avec toi, ont été exclus. C'est le jour où, après ça, on a décidé d'aller le mater alors qu'ils étaient en train de tenir l'Assemblée générale en dehors de l'université, que j'ai posé mon second acte en opposition. C'est après, le jour où... Je ne fais pas une fixation sur vous. Non, moi je parle pas. Non, c'est à toi que... Non, s'il vous plaît. Et donc, quand vous donnez ce genre de schéma, je vais vous dire que c'est votre schéma qui est dans le faux. Et si l'on devait faire très attention, c'est les jeunes qui disent que quand on est jeune, on doit manger forcément, qui se disent, quoi qu'il arrive, moi je soutiens le pouvoir qui est en place. Après, ceux même dont vous dites qu'ils pourraient être rentrés en opposition parce qu'ils n'ont pas trouvé ci, ils n'ont pas trouvé cela, vous pensez que vous avez mieux que la clé pour rentrer au réfectoire? Moi, j'ai toutes les clés, que ce soit pour aller vers le bloc républicain, l'Union progressiste, dès que je frappe à la porte, elle s'ouvrira. Et si je ne suis pas allé, ce n'est pas tant parce que je manque des entrées ou de la clé pour entrer. Je veux donc dire qu'à partir de ce moment, les clichés qui consistent à dire les gens rentrent en opposition parce qu'ils n'ont pas trouvé les conditions posées à Patrice Talon et tout, c'est des visées qu'il faut, parce que vous dites qu'il faut faire de la formation aux jeunes. Et si vous caricaturez, c'est des caricatures qu'il faut éviter. Et je crois que ça va être mon dernier mot ce soir, en espérant que nous aurons l'occasion de faire le débat sur les raisons pour lesquelles les gens entrent ou non en opposition à un pouvoir. Merci bien. Avant de finir, actualité oblige. Oui. Est-ce que vous avez un message à l'endroit donc de la population en 7 ans donc de coronavirus? Oui, merci bien. Je pense que cela est très important. Je voudrais demander aux populations de notre pays en général, aux militants de l'Union sociale libérale et aux autres combattants de notre société, d'observer les règles d'hygiène qui ont été édictées par les autorités et entre autres se laver régulièrement
la main avec du gel ou avec du savon au moins, observer une distance de sécurité avec toutes les personnes, éviter les comportements à risque globalement. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que le temps est avancé, du moins parce qu'il s'agit aussi surtout d'un mal dangereux, d'accord, pernicieux, et parce que nous avons le devoir d'être encore vivants et présents pour continuer à construire le Bénin. Saïd Effodi, il faut être en bonne santé pour s'engager en politique en tant que jeune. Nous sommes donc à l'ère du coronavirus qui sévit sérieusement. Un message à l'endroit donc des jeunes. Mais c'est avant le message, j'aimerais très rassurer les grands rapidement. frères que je ne faisais pas une fixation, mais l'honnêteté, je vais dire, si c'est politique, je vais dire, je ne sais quoi, aurait voulu que vous reconnaissiez que quelque part, il y a aussi certaines personnes qui vont dans l'opposition pour ces raisons que j'ai énumérées, que c'est une évidence de toutes les manières. Sinon, pour revenir à la pandémie et qui voilà, est en train d'agiter le monde entier, il est important qu'on ne prenne pas cette situation à la légère. Et dans le même temps, je les invite à ne pas céder à la panique. Mais nous devons respecter strictement les méthodes préventives. Et c'est important, ce n'est pas négociable, accompagnant les gouvernants à nous protéger, à se protéger également. Alors, chers amis internautes, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Bénin Politique. Nous avons parlé de l'engagement politique des jeunes. J'étais en studio avec Saïd Effodi et Constantin Amoussou. Une fois encore, merci et à la prochaine.